Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette chaîne consacrée à l'éveil des jeunes Africains qui changeront l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume la disparition du sentiment patriotique, la disparition du sentiment nationaliste dans les cœurs de plusieurs de nos jeunes. Et c'est ainsi que chaque fois que l'on observe des injustices dans notre société, on voit des jeunes dépourvus, n'est-ce pas, d'un sentiment nationaliste, utiliser certains faits sociaux pour faire du buzz. Ils pensent faire les intéressants, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un continent du chacun pour soi et Dieu pour moi. Car ces jeunes n'ont plus de mémoire, tout simplement parce que certaines personnes se sont chargées de détruire leur histoire et d'effacer nos mémoires. Pourtant, nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Dans la suite de cette capsule, je vais vous conter l'histoire de sans doute l'un des plus grands indépendantistes africains du siècle, Robert Oumniobé, qui est considéré comme le père de l'indépendance du Cameroun. Reste jusqu'à la fin, car la fin de cette histoire va te choquer. À tout de suite. L'histoire de ce grand homme, sans doute le père de l'indépendance du Cameroun, que je vais me faire le plaisir de te conter, s'articulera sur 3 axes. Le premier axe sera dédié à l'identité de Oumniobé. Et tout au long de cet axe, nous allons répondre à la question de savoir qui était Oumniobé, quel est son parcours intellectuel. Dans le deuxième axe, nous allons présenter le contexte dans lequel Oumniobé menait ses combats et quels étaient les principaux combats de Oumniobé. Et enfin, nous allons présenter la mort, tragique, inhumaine et inacceptable de celui-là qui portait le nom du Mpondol, c'est-à-dire celui qui détient la parole des siens. Alors, qui était Oumniobé? Quel est son parcours intellectuel? Oumniobé est né en 1913 dans un lieu non loin de Boumiébel qui s'appelait Sompek. Son papa s'appelait Niobé Sumba et il était un adepte des rites traditionnels. Sa maman s'appelait Ngo Onongusu. Et en fait, la petite histoire, c'est que sa maman avait fait beaucoup de fausses couches et Oumniobé était un peu son seul fils qui a pu, n'est-ce pas, survivre. Alors, à la mort de sa maman, Oumniobé va être élevé par la coépouse de sa maman, c'est-à-dire la femme de son papa. Alors, son père veut l'initier au rite traditionnel. Et il a un peu une discussion avec sa coépouse, qui est sa femme, qui est cette femme-là qui élèvera ou qui avait élevé Sa femme, la femme de son père, veut plutôt que fasse des études. Et finalement, dans les discussions, elle va tomber d'accord avec le papa de Et c'est ainsi que Oumniobé, n'est-ce pas, va commencer ses études à l'école missionnaire de Makai. Et dans cette école-là, on va obtenir son certificat d'études primaires. Alors, plus tard, Oumniobé va entrer à l'école nationale, à l'école normale presbytérienne de Foulassi, où il va, n'est-ce pas, poursuivre son parcours d'instituteur. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que tout au long de son parcours d'instituteur à l'école presbytérienne, normale presbytérienne de Foulassi, va être renvoyé. Parce que va être, n'est-ce pas, acteur d'une révolte
n'est-ce pas? Parce qu'en fait, dans cette école-là, en termes de nutrition et d'autres problèmes, ça ne se passait pas trop bien. Il s'est révolté, il a dénoncé un certain nombre de choses et va donc se voir renvoyé de cet établissement-là. Mais cependant, Yobe va quand même poursuivre son parcours d'instituteur, cette fois-ci en présentant ce diplôme d'instituteur-là, n'est-ce pas, en candidat libre. Il va passer son diplôme d'instituteur et en même temps, il va passer son concours pour, n'est-ce pas, rejoindre les hauts comités de l'État. Et c'est donc comme ça qu'il sera affecté au service de greffe d'EDA. Et à la même année également, il va passer sa première partie du bac. Alors, en 1935, il sera donc engagé au service des finances de Douala et ensuite affecté plus tard au service des finances de Yaoundé. Alors, après donc, en termes de contexte, après donc la Première Guerre mondiale, le Cameroun, avant que l'Allemagne ne perde la guerre, était sous protectorat allemand. Et donc après la Première Guerre mondiale, ce qui va se passer, c'est que le Cameroun va être sous tutelle française et anglaise. Et maintenant, pour que l'Occident gagne cette guerre, il a fallu que les tirailleurs sénégalais, en fait, quand on parle des tirailleurs sénégalais, ce n'était pas que des Sénégalais, c'était pour la plupart des Africains de façon générale. Donc il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais, etc. Et donc les tirailleurs sénégalais vont aider la France à gagner cette guerre contre l'Allemagne. Alors, le général de Gaulle va donc prononcer un important discours à Brazzaville en 1944. Et dans ce discours-là, il va remercier, n'est-ce pas, les peuples africains d'avoir aidé la France, n'est-ce pas, à gagner cette guerre. Et va instituer, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler la liberté syndicale. Ça veut dire que le général de Gaulle va faire comprendre aux peuples africains que vraiment, avec la France, avec moi en tout cas, général de Gaulle, et ça ne va pas se passer comme ça s'est passé avec l'Allemagne. Avec moi, il y aura la liberté, etc. Et il va donc alors instituer la liberté syndicale. Parce qu'au temps des Allemands, c'était interdit, n'est-ce pas, de créer des syndicats. Et donc, avec le général de Gaulle, il va instituer cette loi-là et des syndicats vont commencer à voir le jour. Et donc, ce qui se passe donc alors, c'est que certains Africains donc se disent que, ok, comme on a aidé la France à gagner cette guerre, le traitement que nous faisait subir l'Allemagne ne sera pas le même que la France. Voilà, la France sera donc assez souple. Et le général de Gaulle est même d'accord avec ça. Le général de Gaulle veut vraiment libéraliser un certain nombre de choses. Le général de Gaulle ne veut pas faire comme l'Allemagne. Mais le problème, c'est que il y a deux généraux, à savoir le général Bruno et le général Leclerc. Lorsqu'on entend le lycée Leclerc, ça vient en réalité du général Leclerc, qui étaient des colons. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc mettre en place la GECAFRA. Dans la GECAFRA pour jeunesse camerounaise française. Et la première personne qui va diriger, n'est-ce pas, ce mouvement-là, ce sera Sopo Priso. Et le rôle donc de la GECAFRA, ce sera quoi? Le rôle de la GECAFRA, n'est-ce pas, ce sera d'éviter de noircir le visage de l'Allemagne. De faire comprendre aux populations africaines que vraiment l'Allemagne, là, ils ont tellement maltraité le peuple africain. Et donc, Sopo Priso va donc alors diriger ce mouvement-là dans la GECAFRA, qui, dont le rôle, comme je l'ai dit, sera, n'est-ce pas, de contester le retour éventuel de l'Allemagne, n'est-ce pas? Maintenant, le général de Gaulle, n'est-ce pas, qui promet, n'est-ce pas, aux pays africains la liberté, etc., va donc alors être opposé, n'est-ce pas, au haut-commissaire français, Mesmer, et au colonel Lamberton, qui eux, ils sont des farouches colons. Et le haut-commissaire français au Cameroun et le colonel Lamberton vont donc alors créer ce qu'on va appeler l'ASCOCOM, mais pour Association des colons du Cameroun. D'accord?
ASCOCOM, Association des colons du Cameroun. Et vu donc que les peuples africains, certains leaders africains, qui ont pensé qu'avec la France, ça ne sera pas pareil, voyant donc que le général, le colonel Lamberton et le haut-commissaire français au Cameroun, Mesmer, ont mis en place l'association des colons du Cameroun. Les syndicats vont donc alors se réunir et ils vont donc alors créer ce qu'ils vont appeler l'USCC. L'USCC, ce sera l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Alors, le 10 avril 1948, face donc à la barbarie de l'ASCOCOM, le 10 avril 1948, 12 personnes vont se réunir autour d'un café à Douala, à la salle de Douala, n'est-ce pas, pour créer donc l'Union des populations du Cameroun. Alors, parmi ces 12 personnes, il faut qu'on les cite, il y a Dena Bouli, qui sera nommé secrétaire général de l'UPC, c'est le premier secrétaire général de l'UPC. On aura Charles Assalé, Guillaume Bagal, Léopold Moumié-Etia, Jacques Ngom, Léonard Mbouli, Joseph Etunzi, Guillaume Ondé, Manga Makdo, Théodore Ngosso, Jacques-René Biboum et Emmanuel Yap. Donc voilà les 12 personnes, n'est-ce pas, qui vont se réunir autour d'un café à la salle de Douala pour créer, n'est-ce pas, l'Union des populations du Cameroun. Et 2 jours après, c'est-à-dire le 12 avril 1948, ils vont donc alors mettre les statuts, poser les statuts, n'est-ce pas, de l'Union des populations du Cameroun et déposer ça à la mairie pour rendre l'Union des populations du Cameroun officielle. Alors pendant ce temps, les leaders africains, constatant que la France, n'est-ce pas, continue à peu près le traitement qu'infligeait l'Allemagne. Donc parce qu'il faut dire en fait que après la défaite de l'Allemagne, le Cameroun va être mis, n'est-ce pas, sous tutelle française et anglaise. On aura le Cameroun occidental, que les gens appellent aujourd'hui le Cameroun francophone, qui sera sous tutelle française, et le Cameroun oriental, ou alors le Cameroun anglophone, qui sera, n'est-ce pas, sous tutelle anglais. Alors, pendant ce temps, les leaders africains vont donc alors se réunir et ils vont donc alors créer la RDA, donc le Rassemblement démocratique africain. Et c'est Houphouët-Boigny qui sera le premier président de la RDA et son vice-président sera donc Ruben Oumniobé. Quelque temps plus tard, la RDA, n'est-ce pas, va créer une section au sein de l'UPC. Donc on aura une section RDA-UPC, n'est-ce pas, que Oumniobé va diriger. Et plus tard, Oumniobé, n'est-ce pas, va devenir le leader de l'Union des populations du Cameroun. Et donc, l'Union des populations du Cameroun, n'est-ce pas, naît donc face à cette lutte-là pour l'indépendance du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun naît face pour, n'est-ce pas, revendiquer la liberté face à l'ASCOCOM, qui est l'association des colons du Cameroun, qui est dirigée par le haut-commissaire français au Cameroun, Mesmer, et le colonel Lamberton. Alors, Ruben Oumniobé étant donc devenu, n'est-ce pas, le leader de l'UPC, va donc alors prononcer un discours historique le 17 décembre 1952 devant l'ONU, où pendant tout au long de ce discours, il réclame essentiellement 3 choses. La première chose qu'il réclame, c'est la réunification du Cameroun. Ça veut dire qu'avant, le Cameroun était un pays, et après la défaite de l'Allemagne, on a mis le Cameroun oriental sous tutelle anglaise et le Cameroun occidental sous tutelle française. Ce que Oumniobé, n'est-ce pas, va demander à l'ONU lors de son discours historique du 17 décembre 1952, il va demander la réunification du Cameroun. Deuxième chose, il va demander un conseil gouvernemental avec une assemblée nationale qui aura des pouvoirs législatifs. Et la troisième des choses qu'il va demander devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il va demander l'indépendance du Cameroun.
Alors, vu donc alors ce discours et vu ce combat-là que l'UPC va mener, notamment par son leader Ruben Umniobe, il va donc alors avoir donc une opposition des colons, toujours dirigée par le haut-commissaire français au Cameroun Mesmer et le colonel Lamberton. Il va donc alors avoir ce qu'on va appeler la guerre du maquis entre l'UPC et l'ASCOCOM, c'est-à-dire l'Association des colons du Cameroun, dirigée par le haut-commissaire Mesmer, bien évidemment, et le colonel Lamberton. Alors, dans cette guerre, donc, Ruben Umniobe sera trahi et abattu le 13 septembre 1958 dans une forêt non loin de Boumniebel. Et il sera accompagné, dans cette forêt-là, il était accompagné de 3 personnes. Sa belle-mère, son cuisinier, sa femme et son enfant, de 4 personnes. Et son enfant qui était encore bébé, Daniel Niobe. Alors, sa belle-mère va décéder, ainsi que son cuisinier et Umniobe lui-même. Seule la femme de Umniobe va survivre avec son bébé, Daniel Niobe. Mais Daniel Niobe va se prendre une balle. Et donc, Mesmer, lorsque ils vont tuer Umniobe, ainsi que sa belle-mère et son cuisinier, Mesmer et le colonel Lamberton, Mesmer, haut-commissaire français au Cameroun, et le colonel Lamberton vont donc alors convoquer toute la population afin de montrer à la population les corps, notamment particulièrement le corps de Umniobe. C'était en fait un message qu'il passait à la population. Que celui qui va vouloir jouer le petit malin, celui qui va vouloir faire comme Umniobe, défendre, c'est-à-dire défendre les libertés et réclamer l'indépendance de notre pays, il sera abattu comme on a abattu Umniobe. Et ils vont faire quelque chose d'inacceptable, d'inhumain. Ils ne vont pas enterrer Umniobe. Parce qu'ils se disent peut-être que Umniobe peut peut-être ressusciter. Et ce qu'ils vont faire avec le corps de Umniobe, c'est qu'ils vont tirer le corps de Umniobe à même le sol. Il va se défigurer. Les parties de son corps défigurées. Et plus grave, Umniobe sera coulé avec du béton. Ça veut dire qu'ils ont pris le corps de Umniobe, ils ont tourné du béton et ils ont coulé le corps de Umniobe avec du béton devant toute la population. Traumatisme. Et non seulement ils ont fait ça, ils ont mis un gardien sur les lieux. Donc, ayant bétonné le corps de Umniobe, ils ont mis un gardien pour surveiller les lieux. Alors, la morale dans tout ça aussi, c'est que dans chaque lutte, dans chaque circonstance, il y aura toujours des traîtres. L'histoire raconte que parmi ceux qui ont trahi Umniobe dans sa lutte, il y a un certain Maël Matip. Ça, c'est ce que raconte Daniel Umniobe, le fils de Umniobe. Maël Matip, qui va s'aligner plus tard avec Amadou Ahidjo, le premier président de l'État uni du Cameroun. Dans une lutte, on aura toujours des traîtres. Autour de toi, tu auras toujours des traîtres. Toujours. Ça, c'est la leçon, l'une des leçons qu'on doit retenir de cette histoire de Umniobe. Et lorsque le président Amadou Ahidjo devient président, le 1er janvier 1960, les Nations Unies vont déclarer le Cameroun pays indépendant, État indépendant. Et plus tard, on aura la réunification du Cameroun. Chers jeunes, toi qui m'écoutes, nous avons des héros qui sont morts pour qu'on ait
ce semblant de liberté qu'on a aujourd'hui. Comme le dit Fagnon, chaque génération a un défi historique. Et face à ce défi historique, cette génération-là, chaque génération aura deux choix. Soit elle va relever ce défi historique, soit elle va la trahir. Je pense que nous sommes cette génération-là qui va poser les bases du développement, les fondamentaux de l'émergence de notre continent. Chaque génération doit laisser un héritage à la prochaine génération. Et la nature doit nous enseigner, lorsqu'on met une graine dans le sol, elle germe, elle devient un arbre. Ça veut dire qu'elle grandit. Et ensuite, elle commence à produire du fruit afin que les personnes qui sont autour consomment ces fruits. Cela est de même pour un être humain. Lorsque tu nais, tu grandis. Lorsque tu deviens grand, c'est pour que tu produises des fruits afin que ceux qui sont autour de toi puissent profiter de ces fruits-là. Et donc, je veux que toi, jeune, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu laisseras aux générations futures. Si tu meurs aujourd'hui, que dira-t-on de toi? Qu'est-ce que tu veux que le monde retienne de toi? Aujourd'hui, l'Afrique a énormément de défis. Et ce n'est pas les Européens qui viendront nous développer. C'est nous-mêmes qui devons développer l'Afrique. Et pour que nous arrivions à développer notre Afrique, on n'a pas besoin des jeunes qui dorment. On n'a pas besoin des jeunes qui sont consistants dans l'inconscience. On a besoin des jeunes qui sont éveillés. On a besoin des jeunes qui se cultivent. On a besoin des jeunes qui sont ambitieux. On a besoin des jeunes qui travaillent. On a besoin des jeunes qui bossent dur. On a besoin des jeunes disciplinés. On a besoin des jeunes qui rêvent, qui ont des projets, qui entreprennent. On a besoin des jeunes éveillés. Et la raison pour laquelle il est important de connaître son histoire, c'est tout simplement parce que si tu ne connais pas ton passé, si tu ne connais pas ton histoire, tu n'as pas de repères. Et si tu n'as pas de repères, tu ne peux pas avancer. Parce que ce qui soutient un arbre, ce sont ses racines. Ce qui soutient un immeuble, c'est sa fondation. Nous avons le devoir de nous cultiver. Nous avons le devoir de chercher notre histoire afin d'avoir nos repères. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Oumyobé à 23 ans, il s'était déjà lancé dans la vie en société. Il s'intéressait déjà aux choses, aux affaires de la société. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont inconscients, qui sont insensibles face à tout ce qui peut se passer dans une société. Vous n'êtes pas en train de faire votre devoir citoyen. Le silence vous rend complice. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Prochainement, nous allons conter l'histoire d'un autre leader qui fait la fierté de l'Afrique et qui a mené le bon combat afin que le Cameroun soit libre, afin que le Cameroun soit indépendant. Il s'agit de Félix Roland Moumié qui a été empoisonné en Suisse. Son histoire va également t'intéresser, j'en suis sûr. Son histoire va, j'en suis sûr, nous enseigner. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le pouce j'aime afin de pouvoir promouvoir cette chaîne et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On est ensemble. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Jolie nana, recherche jolie.